Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Céline Bardet. Je suis juriste et je vais tenter de modérer ce débat ce soir. Agir et vivre au féminin contre les violences faites aux femmes. Pour vous donner un petit peu, comme on dit aujourd'hui, le making-of. On a eu un débat extrêmement intéressant depuis 2 heures en préparation. Sur la base même, parce que moi je me suis posé la question, voilà, qu'est-ce que c'est agir au féminin, qu'est-ce que ça veut dire vivre au féminin, de quoi parle-t-on quand on parle des violences faites aux femmes, les violences évidemment qu'elles subissent, mais est-ce qu'on entend par là aussi les violences économiques, les violences sociétales? On a discuté de tout ça, donc ce soir nous allons essayer d'en débattre toutes et tous ensemble. Une des choses que je voulais vous dire, voilà, nous, ça nous a paru extrêmement important, et aussi pour les organisateurs, et je les remercie parce que, en tout cas moi, à titre personnel, c'est quelque chose de très important pour moi. On est ici, vous êtes là, l'idée c'est d'avoir un vrai débat, une discussion. Donc moi, je n'ai pas vraiment envie de faire ce débat et puis d'attendre la fin de cette conférence pour vous donner la parole. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose, c'est qu'à n'importe quel moment de ce débat, si vous avez envie d'intervenir, si vous avez des questions par rapport à ce qui est en train d'être discuté, n'hésitez pas. Genre comme à l'école, levez la main. Mais faisons en sorte qu'il y ait un vrai dialogue, parce que, en tout cas, je pense que vous serez d'accord, on en a discuté un petit peu ensemble, mais moi, j'ai de plus en plus de mal, je trouve, dans ces formats qui doivent être comme ça à un moment, parce qu'il y a des gens qui sont là pour parler, mais qu'on essaie d'avoir un dialogue et de répondre aussi à vos interrogations, d'entendre aussi vos points de vue. Ce n'est pas nécessairement une question, ça peut être un point de vue, une remarque, une ouverture sur un sujet plus large ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas et j'essaierai de modérer du mieux que je pourrai. Alors, ce soir, pour cette discussion, on a d'abord à côté de moi Anne Delorme de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, donc qui regroupe une 60aine d'ONG au Québec, ce qui est vraiment beaucoup. Et je pense que ce sera intéressant ce soir d'entendre, elle va nous parler un petit peu de l'approche économique, mais aussi justement de la vision du Québec, du Canada. Ensuite, nous avons les Eugénie et Chloé donc, de l'association Femmes & Law, qui va nous parler de ce qu'elles font ici en Belgique. L'idée, c'est qu'on essaie d'avoir une discussion, évidemment, qu'est-ce que les violences faites aux femmes ici en Belgique, en Europe, au niveau international? Est-ce qu'il existe une approche francophone de ces questions-là? Parce que c'était aussi évidemment le sujet de ce soir et ça a été aussi l'objet de discussion. Et moi, je dois vous dire, je me suis posé la question au départ et je me suis aperçue qu'il y avait une vraie discussion à avoir sur cette question. Est-ce que les approches anglophones et francophones sont les mêmes? Est-ce qu'on approche ces questions-là de la même manière? Est-ce qu'on y répond de la même manière? Donc c'est aussi ceci qu'on va aborder ce soir. Et puis, j'ai Frédéric Marthe et Per Foldes, qui sont les cofondateurs du Women Safe, Institut Génésique. Ils nous expliqueront aussi ce que fait cet institut, cette un peu expérience pilote que je dois vous dire ici, histoire qu'on soit tous clairs, que je connais d'avant, que j'admire beaucoup, et je pense que ça va être intéressant aussi en termes de solutions, et Anne en parlera aussi. Qu'est-ce qu'une approche holistique pour répondre à ces violences? Comment on y répond? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut peut-être étendre plus? Pourquoi aussi on n'avance peut-être pas assez? Aujourd'hui, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. C'est plutôt évidemment un pas en avant. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de terrain. Je travaille beaucoup sur les violences sexuelles dans les conflits armés. Si je vois qu'on parle de plus en plus de ces questions-là, et j'y ai beaucoup œuvré comme tout le monde, je vois aussi, paradoxalement, et pour moi ça va être aussi une question à débattre ce soir, qu'on n'avance pas tant que ça en termes de résultats ou de changements ou d'impact par rapport à ces phénomènes. Donc on va essayer de réfléchir pourquoi, et peut-être de voir ensemble quelles solutions on pourrait essayer de construire tous ensemble. Alors on va fonctionner en faisant peut-être un petit premier tour
où chacun va pouvoir présenter ce qu'il fait, amener un petit peu ses idées, le travail qu'ils ont accompli. Encore une fois, vraiment, je vous encourage, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'intervenir sur un sujet, si vous avez des choses à dire pour qu'on essaye de rendre ça le plus dynamique possible, nous, on a tous envie de ça et on a envie de passer 1h30 ensemble de réflexion pour voir comment on partage nos expériences, comment on voit les choses et comment peut-être de cette 1h30 de discussion, on pourra sortir avec quelques éléments de réponse. Donc, je vais donner la parole à Eugénie et Chloé pour nous présenter d'abord Femmes & Law, donc qui est cette association en Belgique de juristes. Moi-même juriste, ça m'intéresse particulièrement. Et comment justement le droit peut avoir une approche féministe et peut être aussi un outil, certainement, pour répondre à ces violences. Merci beaucoup. Pour nous présenter un petit peu avant de commencer, donc on a une approche pluridisciplinaire ce soir. Nous, on va représenter l'aspect juridique, essayer de vous éclairer un petit peu là-dessus. Je me permets de donner un tout petit mot sur notre parcours à toutes les deux pour que vous compreniez un petit peu d'où on vient. Nous sommes toutes les deux anciennes avocates et avons désormais une double casquette. Nous sommes à la fois chercheuses universitaires, Chloé plutôt dans tout ce qui est droit patrimonial et droit de la famille, et moi pour ce qui est droits fondamentaux, égalité entre les hommes et les femmes et droit européen. Au-delà de ça, Chloé est la première employée de notre ASBL Femmes & Law et je travaille au service juridique du Conseil de l'Union européenne. Nous faisons partie d'une ASBL, Femmes & Law, qui est une organisation de femmes juristes et féministes, qui veut utiliser le droit comme un outil au service des femmes et proposer une lecture du droit qui prend en compte cet aspect de genre. Nous avons lancé toute une série d'initiatives pour illustrer un petit peu nos activités. J'en ai sélectionné 2. Liées aux violences faites aux femmes, nous avons organisé il y a 2 ans maintenant la première conférence en Belgique sur le traitement judiciaire des violences faites aux femmes. C'était une conférence qui était destinée à un public mixte, pas simplement à des juristes, afin d'expliquer quel était le cadre juridique qui existait. Suite à ça, on a eu beaucoup de demandes de la part de femmes victimes de violences et pu véritablement amorcer un débat au niveau belge sur ce sujet. Notre dernier projet est la rédaction du premier code de droit des femmes en Belgique qui sera publié chez Larcier prochainement. On développe donc un outil qui veut permettre aux praticiens de pouvoir utiliser le droit et on crée un compact qui pourrait véritablement aider les praticiens à voir ce qu'ils peuvent utiliser au jour le jour par rapport à ces questions de violence. Je laisse peut-être la parole à Chloé pour compléter. Merci beaucoup. Je voulais dire que le titre de la conférence de ce jour a fait écho à nos débuts et nos réflexions au sein de l'association, donc à savoir agir au féminin. Effectivement, c'est un terme qui évoque toute une série d'actions et de réflexions. Ce qui s'est passé au moment où l'association se constituait, c'était un double constat. Des femmes, essentiellement avocates, donc un petit groupe d'avocates. On s'est réunis, on a partagé sur 2 volets de notre parcours professionnel, le volet plus personnel de notre parcours professionnel, en quoi notre situation de femme avait été éventuellement une difficulté ou pas dans notre évolution. Et puis le deuxième volet, c'était de dire, voilà, dans nos dossiers respectifs, est-ce qu'on a constaté une écriture ou une pratique du droit qui est problématique ou questionnable à l'égard des femmes et de leurs droits. Et effectivement, ces questionnements qui partaient de situations individuelles et de dossiers, on les a poussés pour se lancer dans un examen si pas exhaustif, en tout cas plus profond, des théories juridiques, et des théories juridiques en tant qu'orientées sur les droits des femmes, pour constater dans un premier temps que si elles étaient nettement plus développées dans des pays et des traditions anglo-saxonnes, elles faisaient défaut en Belgique. On a fait le constat d'un vide, de nouveau un double vide, entre guillemets, dans le milieu juridique,
en termes d'exercice de la profession, tout simplement, comme avocate, mais comme juriste de façon plus large, hein, en constatant dans ce milieu-là des violences d'ordre structurel contre les femmes ou à l'égard des femmes, intentionnelles ou pas, du sexisme, du harcèlement, et une absence de réponse, soit une absence de réponse tout court, soit une absence de réponse appropriée à l'égard de ces comportements ou de ces phénomènes. Juste à titre d'exemple, la première démarche, la campagne ou le service de lutte contre le harcèlement vient tout juste d'être créé cette année au barreau de Bruxelles, pour ne donner que cet exemple-là. Et ça s'est fait dans des conditions qui n'étaient pas si évidentes pour les partisans de ce type d'aide et d'accompagnement. Le second constat de vide qu'on a opéré, c'est dans l'appréhension du droit en tant que tel, en tant qu'outil ou structure sociale, c'est de réaliser qu'il n'y a pas vraiment, en tout cas en droit belge, qu'on ose dire, qu'on ose poser ce constat, qu'il n'y a pas de dimension du genre ou qu'il y a un manque de réflexion quant à la dimension du genre dans le droit belge. De façon plus, de façon sans rentrer dans une analyse juridique, c'était déjà assez troublant de constater entre nous, dans l'association, que dans notre parcours de juriste, sur le plan académique, en tant qu'étudiante, pendant nos 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans d'études pour certaines, les éléments relatifs aux droits des femmes n'ont pas été évoqués, pas été étudiés. On a pourtant, dans le droit belge, comme dans d'autres ordres juridiques, des grandes étapes historiques, techniques, de fond sur l'évolution du droit des femmes. Et pour n'en citer qu'un, en 2002, la Constitution belge a inscrit formellement l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'étaient pas des questions qui étaient évoquées. Voilà. Donc l'ASBL est née de ça et effectivement les violences sont un thème récurrent des actions de notre association. Je passe la parole, sinon je vais monopoliser. Non, c'est bien, mais peut-être juste pour ajouter une petite chose, juste pour rester sur ce que vous disiez, même pour moi, ou je ne sais pas pour vous, mais voilà, est-ce que, je voudrais dire, peut-être avec des exemples un tout petit peu plus concrets, est-ce que par exemple, on sait qu'il y a il y a un droit féministe ou une approche de la lecture du droit ou du traitement judiciaire qui n'est pas assez approchée par l'angle du droit des femmes. Oui, ça c'est un constat assez évident pour nous. Et c'est un constat qui est très problématique par rapport à l'ampleur de la question des violences dans un pays comme la Belgique. Je peux vous citer juste quelques chiffres pour vous permettre de réaliser l'ampleur de ce problème. On a des chiffres tout récents qui datent de 2018 qui indiquent par exemple que les cours et tribunaux belges ont eu à traiter 41 861 affaires de violences conjugales en 2018. Dans 75% des cas, les prévenus étaient des hommes et 55% de ces affaires ont été classées sans suite. Vous trouvez peut-être que ce chiffre est très élevé, mais je dois vous préciser que c'est une diminution très forte par rapport à 2015, où depuis plus d'une décennie, on était à un taux de classement sans suite de 75% en Belgique, qui était récurrent, stable. En Belgique, si on prend d'autres statistiques qu'on a reçues récemment, en Belgique, il y a 12 viols par jour et 97% des prévenus dans ces affaires-là sont des hommes. Ces chiffres vous paraissent peut-être déjà terribles, mais il faut savoir que c'est bien évidemment seulement la pointe de l'iceberg, parce que la majorité des viols, des violences ne vont pas jusqu'aux autorités et restent bien évidemment uniquement dans la sphère de l'intimité des femmes. Donc les statistiques qu'on prend ici sont vraiment minimes par rapport à la situation du phénomène. Malgré ça, en Belgique, il n'y a pas de prise en considération systématique de la dimension de genre ou de la problématique des violences dans le droit et dans la manière d'appréhender le droit. Il y a des grandes lacunes dans la formation des juges, des grandes lacunes dans la formation des policiers. C'est quelque chose qui n'est pas propre à la Belgique, bien évidemment. On commence à avoir doucement une prise de conscience. Donc, par exemple, nous avons été interpellés par les autorités communales, donc municipales, au niveau, par exemple, de la commune de Saint-Jostenay,
internautes qui nous ont demandé d'organiser une formation pour leur personnel afin de pouvoir les former véritablement à cette problématique, mais c'est encore très rare. Et donc, on a des problématiques dans l'application du droit, parce qu'on a des outils qui ont été développés et des nouveaux outils qui se développent, ce qu'il faut souligner, mais l'application est encore parfois un petit peu délicate. En Belgique, par exemple, on est un des premiers pays qui ont eu une loi sexisme avec une infraction pour le sexisme. La France a suivi cette année, mais il n'y a pas encore une grande mise en œuvre et de grands moyens qui sont alloués à ça. On a un code pénal, on a des infractions qui existent. Il n'est pas possible, pas autorisé de battre une femme, par exemple, mais la prise en charge et le problème est encore assez problématique. Et je pense qu'on va y revenir avec les autres intervenants aussi, notamment dans l'accompagnement des victimes, la prise en charge. Je n'ai pas les statistiques ici, mais je les ai vues récemment, que le nombre de plaintes est très très différent et beaucoup plus élevé quand il y a une prise en charge des victimes au niveau médical et dans des centres d'accompagnement globaux. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore maintenant, et le droit est bien évidemment un outil qui peut contribuer à la lutte contre les violences, mais certainement pas le seul. Une parfaite transition qui va m'amener à mes collègues juste à côté, parce que, et effectivement, particulièrement quand on parle aussi des violences sexuelles, le secteur sur lequel je travaille, moi j'ai entendu beaucoup, toujours de dire, voilà, il faut aller porter plainte à la police, il faut aller voir le médecin, La réalité, c'est que pour de multiples raisons, et je suis sûre dont vous allez nous parler, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je suis intimement persuadée qu'il faut développer d'autres outils. On est plusieurs en être persuadés ici. Et c'est très intéressant de t'entendre dire, parce qu'effectivement, la loi avance avec la prise de conscience sociétale, parce que quand même, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il y a des choses qui avancent, et ça, c'est très important. Mais voilà, quid de la mise en action de ces avancées juridiques, comment fait-on? Et là, je pense que l'expérience de Women Safe dans ce cadre est extrêmement intéressante. Frédéric. Bonsoir. Alors déjà, je constate qu'il y a parité dans la salle, ou presque. Oui, en général, sur ces sujets-là, il y a plus de femmes dans la salle que d'hommes. Et c'est pour ça que je fais cette introduction en vous disant déjà qu'aujourd'hui, on est la représentation d'une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Un homme, une femme. Vous l'avez compris que pour nous, c'est extrêmement important de montrer que c'est un sujet qui doit être porté autant par les femmes que les hommes, que ce sujet, on ne pense pas comme les hommes et les hommes ne pensent pas comme les femmes. Donc c'est important de dire qu'il faut être deux pour réfléchir et pour avancer. Alors la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est effectivement en France, puisque nous représentons ce soir la France, mais avant de ne parler que de la France, on a beaucoup travaillé sur le ici et là-bas. On est allé dans des pays où les violences sont très très présentes pour mieux comprendre et finalement s'approprier un peu des choses du là-bas, parce que la migration, c'est aussi une population de femmes victimes de violences qui viennent jusqu'en France et qui se posent chez nous et qu'il fallait comprendre par disons par cette démarche que l'on veut du ici et du là-bas. En France, aujourd'hui, on a un compteur qui tourne, qui n'est pas très glorieux, puisqu'on est à 140 féminicides depuis le début de l'année, que ce chiffre manifestement a augmenté, alors qu'en fait, la France est très mobilisée contre la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce qui pose question, alors. Ce qui pose question. Ouais. Alors, chez nous, on va dire qu'on a essayé de travailler sur un Grenelle, et là je suis encore sur la définition politique, puisque un Grenelle des violences conjugales a été lancé chez nous, avec 3 axes que je vais vous donner. C'est la prévention, la prise en charge des victimes et l'arsenal des sanctions pour les auteurs. Nous, dispositif Women Safe, on a créé ce lieu qui est un dispositif donc opérationnel depuis 2014 et qui a réuni et qui a voulu réunir en un même lieu l'ensemble des professionnels qui aujourd'hui peuvent agir, les juristes, les avocats, mais également des médecins, des infirmières, des psychologues, des masseurs, des ostéopathes. Tout ça, c'est l'arsenal que nous avons mis en place autour des femmes victimes de violences. Et depuis 2017, et c'est là que on va dire, ce sujet des violences faites aux femmes ne pouvait pas se limiter simplement qu'aux femmes. Les enfants sont aussi impactés et nous avons ouvert notre centre aux enfants qui sont victimes ou témoins
de situations de violence et pour lesquelles on ne peut pas se dire qu'on va attendre leurs 18 ans pour les prendre en charge. Donc on les prend en charge quand ils sont réellement témoins ou victimes. Ce binôme que nous avons voulu faire, il se justifie aussi pour une autre raison. Pierre va se présenter, mais c'est le chirurgien qui a inventé la technique de réparation de l'excision. Que ce sujet, ou en tout cas cette forme de violence que Pierre a abordée sous l'aspect chirurgical, a quand même fait apparaître un certain nombre, enfin un point important, c'est qu'une femme peut subir beaucoup d'autres formes de violence. Donc elle peut être mutilée, elle peut être violée, elle peut subir un inceste dans son enfance, etc. Et on peut vous faire une liste extrêmement effroyable des formes de violence. Aujourd'hui, les femmes qui sont chez nous ont subi en moyenne 4 formes de violence dans leur vie. Ce qui fait qu'en fait, cette prise en charge globale, elle est très claire, elle n'est pas simplement sur un déclaratif d'une femme qui arrive et qui dit « j'ai été victime de cette forme de violence ». On est obligé de retracer effectivement l'ensemble de son histoire pour comprendre qu'est-ce qui a été le déclencheur de sa vulnérabilité dans la vie. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que 70% des femmes qui étaient venues nous voir dans un premier temps pour une forme de violence ont pu déclarer des formes de violence dans l'enfance pour lesquelles elles n'ont pas été du tout prises en charge. D'où ce lien avec les enfants que nous faisons aujourd'hui. Ce centre, c'était un centre que l'on voulait opérationnel, avec toutes les difficultés que l'on pouvait rencontrer, puisque quand vous faites travailler des gens qui ne travaillent pas normalement ensemble, un médecin et un avocat, ça ne se parle pas, nous avions cette volonté de casser un peu ces secrets que chacun veut revendiquer, le secret médical, le secret des avocats, parce qu'on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout dans le sens de la victime, puisque clairement chacun restait un peu sur son domaine d'expertise et que le non-partage de l'information, pour être plus efficace dans sa défense, il était absolument, il pénalisait finalement des situations de victimes qui n'arrivaient pas à trouver une réponse juridique. Quand on parle de réparation, on va parler souvent d'un parcours juridique, mais avant le parcours juridique, il faut d'abord réparer et remettre la personne en bonne santé. C'est aussi le pourquoi nous avions inclus la porte d'entrée santé qui a souvent été oubliée dans les schémas de prise en charge, puisque la santé, c'est quelque chose qui va conditionner complètement le comportement de la personne victime, puisqu'elle ne va pas être simplement passive dans tout ce qu'on va lui préconiser, elle va être beaucoup plus proactive dans la mesure où on va la remettre en bonne santé, et c'est parce qu'elle est en bonne santé, ou en meilleure santé, on va dire, qu'elle va pouvoir avancer dans toutes les préconisations qui peuvent lui être faites, à savoir sur la voie juridique, sur la voie sociale, parce que la plupart des professionnels en général vous diront « je lui avais conseillé ça, elle ne l'a pas fait ». Et pour cause, parce qu'elle n'est pas en capacité, au moment où elle vient et elle se déclare dans sa situation, cette fragilité psychologique, ou voire physique, ne lui permet pas d'enclencher toutes les démarches que nous voudrions qu'elle fasse de notre point de vue de professionnel. Les branches professionnelles que nous avons citées tout à l'heure, qui correspondent à une prise en charge globale, c'est effectivement des acteurs qui arriveront à se mettre en connexion et qui arriveront à avoir une stratégie commune qui va effectivement amener jusqu'à une réponse juridique. Et c'est là que je rejoins votre métier. Nous restons par branche de métier, mais nous travaillons ensemble. Et la réponse juridique, c'est celle qui va, on va dire, finaliser la réparation. C'est important de le dire. Mais en dehors de cette réponse juridique, il y a aussi la réparation du corps. Et nous avons rajouté dans notre prise en charge globale des masseurs et des ostéopathes. Pourquoi ? Parce que le corps parle et que souvent, dans la prise en charge psychocorporelle, des victimes découvrent que des douleurs qui se sont installées de manière un peu chronique s'expliquent par les formes de violence qu'elles ont pu subir, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Je vais laisser Pierre parler. Je voudrais que vous reteniez un chiffre, c'est 3,8. Sur quel que soit le pays, quelle que soit la condition sociale, 3,8 femmes sur 10 sera dans sa vie confrontée à un problème de violence grave. Ce qui en fait le plus grand problème de santé publique au monde, hein, parce que ça fait 10 fois les accidents de la route, 4 fois les accidents cardiovasculaires. Donc ça veut dire que dans cette salle, on peut considérer qu'il y a 35 femmes qui sont potentiellement... possiblement à devoir affronter quelque chose comme ça dans leur vie. Donc,
Quand on a étudié un petit peu ce qui se faisait, et puis donc nous on a des parcours un petit peu convergents, mais on a beaucoup travaillé un petit peu dans l'humanitaire, on a été d'un pays à l'autre, on s'est aperçu que surtout, et c'est ça qui est francophone, surtout dans le monde francophone, il y a beaucoup plus que dans le monde anglo-saxon des fonctionnements qu'on appelle en silo, c'est-à-dire que les femmes qui étaient victimes avaient à choisir en fait une chapelle. Elles étaient victimes de viol, il fallait surtout pas aller dans les maisons de l'inceste. On s'occupait d'inceste, elle ne pouvait pas y aller parce que c'était une violence conjugale, etc. Donc elle ne savait pas trop où se situer. Donc c'était très très compartimenté. Et puis la deuxième chose, c'est quand elle rentrait dans une de ces chapelles, même si c'était très bien fait, même si on avait investi, même s'il y avait des professionnels de haut niveau, eh bien on lui offrait qu'une partie de la réponse et on ignorait quelque chose de terrible, qui est qu'une femme victime de violence, elle est totalement détruite. Elle a besoin de tout, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de droits, elle n'a plus de carte bleue, elle n'a plus de santé, elle a une désescalade sociale, elle peut avoir rien du tout ou tout à la fois, et que tant qu'on ne prend pas en compte la totalité de ces violences, enfin de ces effractions, on n'arrivera pas réellement à progresser. C'est pour ça que le problème, la société était un peu en panne devant la gravité du problème. D'où l'idée qui a maintenant fait école d'approche holistique, multidisciplinaire, très, très modeste finalement, de mettre à côté les professionnels qui n'ont jamais travaillé ensemble, et ça marche très très bien. Ça marche tellement bien qu'on est maintenant, et c'est aussi un des sujets qu'on a abordé aujourd'hui, à vouloir exporter ces modèles, même dans les pays d'origine de certaines violences. Hein. C'est-à-dire que dans des pays comme la RDC ou dans des lieux de guerre ou de conflit, on s'aperçoit que ces conditions de violence sont les mêmes et que ces approches devraient être les mêmes. Et on est en train, dans une approche partenariale internationale, en train d'essayer de promouvoir ces approches et de faire progresser beaucoup. Un dernier chiffre, chez nous, le taux de plainte, qui n'est pas un but en soi, c'est de 50%. Alors qu'en France, la moyenne est à peu près à 7%. Donc ça veut dire que quand on accompagne, même si ce n'est pas un but en soi, la femme, eh bien, on arrive. Mais ça nécessite en fait d'être connecté, relié avec les forces de l'ordre, d'aller former les officiers de police judiciaire, de ne pas les lâcher. Et on s'aperçoit qu'un dépôt de plainte, ça a un effet thérapeutique. Mais pour autant, une femme qui veut un résultat juridique, elle a besoin aussi d'être en bonne santé. Donc c'est ce qu'on essaye de travailler au quotidien et on répondra à vos questions là-dessus. Merci beaucoup. Non, mais en effet, ça fait tout à fait le lien avec ce que Jenny disait. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, surtout, encore une fois, moi en tant que juriste, tout le débat qu'il y a autour de la question des plaintes, la question de l'accueil à la police, etc. Je pense qu'il y a un vrai besoin de comprendre quelle approche il faut avoir pour que l'on puisse avancer. L'approche holistique, évidemment, et on voit que ça fonctionne. Il faut absolument qu'on étende cette approche, et on la voit dans les pays. On parlera de ça aussi. J'aime beaucoup le ici et là-bas, parce que tout est contexte spécifique. Il y a aussi des pays en développement dont on n'aurait pas idée, qui ont des approches extrêmement intelligentes par rapport à ces questions. Mais le droit... la prise en charge des victimes, il y a aussi tout le contexte. Il y a aussi le contexte économique, la question aussi parfois de la position de la femme de manière générale dans la société. Moi, je fais juste une petite aparté, vous verrez peut-être ma tête. J'arrive effectivement juste du Sud Kivu, et j'ai vu, c'est pas la première fois que j'y vais, mais la question des femmes victimes de violences, etc., dont les maris s'en vont, c'est-à-dire ce sont elles qui ont des besoins de santé, de prise en charge, et en même temps ce sont elles qui sont dans une dépendance et situation économique absolument effroyable. Donc elles ne peuvent pas payer ces soins, elles ne peuvent pas... donc c'est pour ça que j'ai commencé aussi ce débat tout à l'heure, à me dire, bien sûr, les violences faites aux femmes, mais voilà, quid de la violence économique, quid de l'autonomisation des femmes, avec tout ce que ça peut-être peut amener aussi comme défi. Donc Anne Delorme vient nous parler de tout ça. Merci. Donc, l'ACOSI est une association d'organismes qui font du développement international. On travaille principalement dans des pays de l'Amérique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest et en Asie. Et justement, plusieurs des organisations avec qui nous travaillons travaillent des projets d'autonomisation économique des femmes.
Et récemment, on a entrepris une grande recherche pour essayer de mieux comprendre le lien entre l'autonomisation économique et les violences faites aux femmes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire, premièrement, par l'autonomisation économique ou le renforcement du pouvoir économique des femmes? C'est notamment des projets de développement économique, donc du microcrédit, de l'entrepreneuriat, de travailler avec des coopératives ou des associations d'agricultrices. Souvent, il y a des projets de transformation d'aliments pour que les femmes puissent alors se rendre au marché, vendre du beurre de karité, par exemple. Et les objectifs sont quand même assez clairs. Normalement, les projets de développement économique, c'est d'augmenter les revenus des femmes. Mais plus que les revenus, on veut aussi développer leurs capacités, donc les capacités de gestion, les capacités financières, et pour amener aussi une certaine indépendance financière, une liberté à prendre des décisions sur ses revenus. Mais comme le titre le dit, c'est l'autonomisation économique des femmes. Donc, on se concentre beaucoup sur les femmes en tant que telles. Et ça m'amène justement à ce qu'on a dit à quelques reprises, cette idée de travailler un peu trop en silo. En développement international aussi, et même à l'humanitaire, on a tendance à travailler en silo. On est organisé en silo. Donc, si on veut aller chercher un financement, il y a un financement pour la sécurité alimentaire. Ou bien un financement pour le développement économique. Et il y a un autre groupe qui va recevoir un financement pour traiter des violences faites aux femmes. Alors nous, dans notre mandat, on se ferme les yeux, ça n'existe pas, on travaille juste avec les institutions de microcrédit, avec les associations de femmes, point. Mais ce qu'on a découvert avec le temps, c'est qu'on ne pouvait plus fermer les yeux. Tout le monde le savait qu'il y avait de la violence conjugale, entre autres, dans les communautés où on travaillait. Mais éventuellement, il y a eu une prise de conscience parce qu'une des femmes avec qui on travaillait est décédée de violence conjugale. Son mari l'a tuée. Donc, on a réalisé qu'il fallait réfléchir à l'impact, au risque des violences et de voir un peu quelles stratégies sont possibles à l'intérieur de ces projets. C'est clair aussi qu'on savait que l'autonomisation économique des femmes avait un impact positif pour les victimes et survivantes de violences, dans le sens qu'avec une indépendance financière, la femme est plus capable de quitter une situation de violence et insécuritaire pour elle et ses enfants. De plus, lorsqu'une femme a un emploi, elle sort de chez elle, donc elle n'est plus en isolement, elle n'est plus cantonnée chez elle, donc elle a un plus grand réseau, elle peut se tourner vers différents membres de sa communauté, différentes personnes pour aller chercher de l'aide. Ce qui est très, très, très important, comme on l'a déjà mentionné. Mais pourquoi est-ce que l'autonomisation économique peut également augmenter le risque? Bien, je pense qu'il faut prendre quelques minutes pour expliquer c'est quoi ces violences à la base. Faut être clair, c'est un rapport, la violence est un rapport de domination d'un individu sur l'autre. Ça représente une atteinte aux droits fondamentaux, à la dignité et à la sécurité. Et ça englobe, comme on l'a dit, un éventail d'actes, du harcèlement jusqu'aux violences et à l'exploitation sexuelle. Très clairement, le mouvement féministe québécois a travaillé très, très fort et très dur pour que ce soit reconnu comme un crime. Donc, c'est un crime. C'est important de le souligner parce que pendant très longtemps, et ça existe toujours aujourd'hui dans tous les pays, ces violences, mais ça existe toujours cette mentalité que c'est derrière la porte, c'est en vase clos, c'est dans la sphère privée. Puis c'est ça qui a compliqué aussi ce travail en développement international parce qu'on travaillait dans les banques, on travaillait dans les entreprises, mais on ne s'occupait pas de la sphère privée. Finalement, on n'arrivait pas à bien comprendre qu'on ne peut pas juste travailler l'autonomisation économique au niveau des revenus, mais qu'on devait aussi assurer que la femme avait un meilleur contrôle sur ses ressources pour qu'elle puisse prendre des décisions financières. Alors, notre recherche s'est mise à essayer d'identifier les différents facteurs de risque. C'est intéressant parce qu'un des premiers risques, c'est cette période de transition vers le marché du travail. Donc, lorsqu'on lance un nouveau projet et que les femmes commencent à quitter chez elles pour travailler, déjà, une femme est 8 fois plus à risque de violence qu'une femme qui ne participe pas dans le marché du travail. D'autres risques, c'est justement d'occuper un travail qui est à l'extérieur de la maison. Si les femmes possèdent une entreprise autonome, c'est-à-dire c'est pas une entreprise familiale, elle ne la mène pas avec son
mari ou son conjoint. Le risque augmente des violences lorsque le conjoint n'a pas le contrôle total sur ses ressources, ses revenus, et lorsque la femme n'arrive pas à s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Alors là, on peut se rejoindre. Hein, c'est très difficile de jongler tout le travail à la maison et le travail du métier. Et on le ressent et on travaille de plus en plus à un meilleur partage des responsabilités de la famille. Mais dans certaines sociétés où les rapports traditionnels de force, c'est un peu plus difficile de faire cette transition et de demander au mari un peu d'aide. Donc, il y a un risque. Aussitôt que la femme commence à trouver cette difficulté, que le repas soit chaud quand le mari arrive, il y a un risque de violence. Mais ce n'est pas seulement la situation des femmes qui identifiait des différents risques de violence. Les facteurs de risque étaient aussi auprès des hommes. Quand les hommes, par exemple, avaient des difficultés d'obtenir ou de maintenir un emploi. Alors, ce qu'on voit, c'est, si on englobe tous ces différents facteurs de risque, c'est que ça tombe dans deux grandes catégories. Un, c'est quand l'autonomisation économique des femmes remet en question les rôles traditionnels que la femme a et le rapport de force existant. Et deuxièmement, la perte du contrôle de l'homme sur la femme. Parce qu'on revient à ces rôles traditionnels que l'homme est le pourvoyeur et la femme est à la maison pour s'occuper des enfants. Que l'homme domine et que la femme obéit ou est soumise. Donc, aussitôt qu'elle quitte de la maison, elle est moins soumise. Parce que je reviens à cette définition que je souligne et je ressouligne, c'est un rapport de domination, la violence. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que finalement, le risque principal, c'est que ces violences existent déjà, ou le risque de ces violences existe déjà, parce que les rôles traditionnels et les rapports de pouvoir sont bien ancrés. C'est intéressant, si vous regardez, il y a différentes études par pays qui se font régulièrement, des grands sondages pour identifier le taux de décès maternel, par exemple. Puis normalement, il y a une question également sur si vous croyez qu'un homme a le droit de battre sa femme. Question qui est posée partout en Afrique de l'Ouest, par exemple. Puis en général, le taux, c'est 1 sur 5 femmes croient que l'homme a le droit de battre sa femme. Puis lorsqu'on cite les raisons pour lesquelles ils ont le droit de la battre, c'est des raisons vraiment comme la femme a manqué de respect envers son mari, elle n'a pas bien obéi, ou elle a brûlé la nourriture. Fait qu'on revient vraiment à essayer de repousser sa femme dans son rôle traditionnel. Merci. Non, mais tout à fait. Et je trouve que c'est aussi des discussions qu'on a eues sur... il y a une prise de conscience, et je pense qu'il y a une prise de conscience même mondiale aujourd'hui, et qui est beaucoup portée en premier lieu par la communauté internationale, mais aussi beaucoup dans nos pays européens. Comme tu le disais, nous, en France, il y a un grand débat. C'est d'ailleurs la priorité, non du quinquennat, comme on dit, de la grande cause, merci, du quinquennat d'Emmanuel Macron, etc. Donc tout ça, parce que l'évolution d'une conscience de la culture, de la manière dont on vit, de la manière dont on perçoit les choses, elle ne peut se faire, en tout cas moi j'en suis convaincue, qu'avec du temps, avec de l'ouverture de l'information, mais c'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Et moi je vois tout ce que tu dis parce que je travaille énormément sur le terrain, donc sur les zones de conflit, mais effectivement on voit parfois des réponses qui, au départ, peuvent être assez simples, de se dire, comme je disais tout à l'heure, mais effectivement, la femme, il y a une situation de dépendance économique, de dépendance, donc on va développer des projets, beaucoup de projets AGR, souvent qui marchent très bien aussi, mais donc pour créer une autonomisation économique, etc., mais ça crée aussi d'autres problèmes. Donc tout ça, c'est à réfléchir, comme j'aime beaucoup le ici et là-bas. Et là, je voulais refaire un tour, et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qui a déjà été discuté, mais on se posait la question aussi de savoir, vu qu'on est sur le titre « Agir et vivre au féminin », pour essayer d'avancer sur ces questions-là,
faut-il avoir un espace pour les femmes consacré que aux femmes? Ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant aussi parce que oui, un homme et une femme n'ont pas la même vision des choses, la même approche des choses pour de multiples raisons. Donc, comment on répond à ça? Comment on travaille ensemble? Je souligne, parce que c'est vrai que tu as raison, parce qu'on doit vous le dire, enfin moi je vous dis tout, hein, le making-of, on s'est dit ce soir, il va y avoir une très très grande majorité de femmes. Et c'est vrai que ça n'est pas complètement le cas. Et donc, mes deux questions à débat, c'est voilà, doit-on essayer de travailler, de créer des espaces uniquement féminins pour essayer d'adresser des questions singulières à ce que vivent les femmes? Quel est le rôle des hommes là-dessus et comment on fait société sur la question des violences faites aux femmes ensemble ou pas? Je pose la question. Mais je proposerais de répondre en deux parties ici. Au niveau du droit et plus du lien entre cet espace privé et cet espace public. Et peut-être après au niveau de ce qu'on fait au sein de l'association à ce niveau-là. Je pourrais peut-être laisser la parole à Chloé pour cette deuxième partie. J'entends avec beaucoup d'attention ce que tu dis au niveau économique et du fait de faire sortir les femmes de la zone du foyer vers la zone publique. Et je pense que le droit a un rôle très important là-dedans aussi. Et je voudrais, pour illustrer ça, vous parler d'un instrument méconnu, qui est une convention internationale qu'on appelle la Convention d'Istanbul, qui a pour but de lutter contre les violences faites aux femmes et qui adresse vraiment cette problématique. C'est une convention du Conseil de l'Europe. La Belgique l'a ratifiée, mais toute une autre série de pays de l'Union européenne et plus largement du Conseil de l'Europe l'ont ratifiée. Et c'est une convention qui va très loin, qui parle des violences physiques, bien évidemment, des violences sexuelles, mais aussi des violences psychologiques et des violences économiques. Donc on a une définition maintenant qui est très large. Et ce qui est très intéressant dans cette convention, c'est qu'il y a vraiment une volonté de sortir cette problématique des violences faites aux femmes de la sphère privée pour l'intégrer dans la sphère publique. Et la Convention le fait de quelle manière? Eh bien, en intégrant cette notion dans un système juridique, une institution, donc toutes les institutions juridiques. Et les deux grandes manières dont cette Convention l'a fait, c'est premièrement de déclarer et de construire l'arsenal juridique en déclarant les violences faites aux femmes comme une violation des droits fondamentaux. C'est un principe clé de la Convention et ça a beaucoup d'importance parce que ça inscrit les violences faites aux femmes dans un système qui existe, le système des droits fondamentaux, le système des droits de l'homme. Un des autres aspects fondamentaux, c'est le fait que cette convention établit que la violence à l'égard des femmes est une discrimination basée sur le genre. C'est une discrimination, c'est quelque chose d'un petit peu révolutionnaire en droit qui est très important parce que ça fonde les prémices de tout un arsenal aussi. Le droit des discriminations, c'est quelque chose qui est très important et qui existe à la fois au niveau international comme ici, mais également au niveau national. En Belgique, on a la Constitution, comme le disait Chloé, on a une loi sexisme, on a une loi qui est propre à la discrimination, donc c'est quelque chose de très très important. Et ici, vraiment, on fait sortir cette problématique de la sphère privée pour l'intégrer dans un cadre, et c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Dans mes travaux, je travaille beaucoup à essayer d'attirer la lumière sur cet instrument complètement méconnu qui date de 2014, qu'on utilise très très peu et qui a été passé sous silence. Donc c'est vraiment quelque chose que je voudrais souligner ici maintenant. Pour revenir maintenant plutôt au fait d'agir concrètement au féminin, voir si oui ou non c'est la manière de le faire. Je propose de passer la parole à Chloé qui va vous faire part de la manière dont on travaille dans notre association. Je ne sais pas si je vais rebondir correctement à ton invitation. Est-ce que tu voulais qu'on évoque les débuts de l'association qu'on a évoqués dans le making-of tout à l'heure, peut-être? Mais je ne sais pas si on peut... Non, mais ce que tu veux. Mais je trouve que c'est une question... Enfin, moi, c'est une question que je me pose. Je trouve que c'est une question intéressante sur laquelle réfléchir. On peut rebondir de l'autre côté, justement, avec Women's Safe, avec l'approche homme-femme. Donc, si tu as envie de... Non, avec plaisir, tout à fait. Ouais, parce que je pense que c'est intéressant. Pas forcément. Comment vous faire une suite cohérente, compréhensible? C'est parce que tout à l'heure, quand on a discuté, on a trouvé très intéressant de se rencontrer entre intervenants et de réaliser à quel point il était fondamental dans l'approche de nos invités ici de travailler en binôme,
un homme, une femme, et d'aborder la question des violences faites aux femmes par la vie d'une femme qui pouvait être différente de la vie d'un homme. Et c'était d'autant plus interpellant, pas troublant, mais d'autant plus pertinent parce que nous avons réfléchi à cette question au moment de constituer notre association. Nous n'avons pas formellement décidé sur papier d'exclure des hommes ou des adhésions d'hommes dans notre association, mais ça a été un sujet au moment de la constituer. Est-ce qu'on va travailler entre femmes ? Est-ce qu'on va travailler avec des hommes ? Est-ce qu'on va reproduire une forme d'exclusion à l'égard des hommes au sein de notre association qu'on essaye de dénoncer dans la société, ou est-ce qu'on va se laisser un espace privilégié entre femmes ? Et on est parti, peut-être à tort, mais on est parti d'un postulat. Et c'est un débat qui a été très virulent au sein des nouvelles membres de l'association, mais qui nous a tout de suite très vite rapprochés. C'est ce que j'essayais d'expliquer aussi dans le making, parce qu'on a tout de suite trouvé un point d'accord là-dessus. On est parti du postulat, admis et partagé, qu'on allait travailler sur le droit, et on allait questionner le droit comme outil de domination, donc comme reflet d'une société qui soit engendre, soit maintient des rapports de domination entre les hommes et les femmes. Si on admettait cette toile de fond, qui sont ces rapports de domination entre les hommes et les femmes, on accepte donc qu'il y a un camp de dominés et de dominants. Et si on identifie ce camp de dominés et de dominants, nous sommes donc, en tant que femmes, le camp des dominés. Et on s'est dit qu'il était peut-être utile, nécessaire, voire crucial, de se laisser un espace entre dominés pour évoquer tout ce qui était questionnable dans notre société, et notamment dans le droit, et notre rapport très ambigu, finalement, dans l'association par rapport au droit, puisque le droit est notre outil, ce par lequel on veut lutter contre ce qu'on dénonce, c'est-à-dire les violences ou les discriminations ou les difficultés rencontrées par les femmes dans la société. Mais le droit est également l'objet de notre critique en tant que reflet de mécanismes de société questionnables ou problématiques. Et donc on a finalement assez rapidement admis que, en tout cas dans un premier temps, ou en tout cas à ce stade de notre travail et de nos réflexions, on allait travailler entre femmes et se laisser cet espace de réflexion entre femmes, de la même façon que dans les études sociologiques qu'on a évoquées au moment d'avoir ces débats, des groupes pour les questions, par exemple, d'exclusion du fait du racisme, les groupes de personnes noires avaient décidé de ne pas laisser venir des personnes blanches, leur expliquer comment elles allaient diriger la lutte contre le racisme. Et de la même façon, je ne sais pas si je m'exprime suffisamment, de façon suffisamment nuancée, mais de la même façon, on allait travailler entre femmes pour questionner ces situations et ces instruments problématiques à l'égard des femmes. Voilà, ça c'était la... Pierre, tu veux parler ? Alors, comment vous fonctionnez, voilà, l'approche. je ne voudrais pas du tout rentrer dans un débat que vous ne pouvez pas. C'est pas le débat. Le débat, c'est que le problème est tellement grave, tellement universel, qu'il faut essayer de voir les choses en face. Beaucoup est de la faute des hommes depuis des millénaires, hein, mais il y a un autre acteur qui est très important, qui est la société elle-même, qui est tellement androcentrée depuis tellement longtemps qu'on ne s'en rend même plus compte. Hier, je vois arriver un monsieur, une dame jeune, une trentaine d'années, en blouse blanche. Forcément, le docteur, c'était le monsieur, et la dame, c'était la secrétaire. En fait, c'était l'inverse. Bon. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à imaginer à quel point on est programmé comme ça depuis des siècles. Donc, le problème est tellement ancré, tellement grave, qu'il faut absolument qu'on soit tous ensemble dans ce combat. Hein. Et moi, je me sens très très à l'aise parmi vous, hein, parce que je vois mes défauts, je vois mes réflexes machistes possiblement réapparaître à chaque fois. Hein. Je peux me dire ça, je l'ai déjà dit, ça, je l'ai déjà pensé, etc. Mais ça ne fait pas de moi un militant,
je suis quand même militant et j'arrive à réagir contre moi-même et contre mes pulsions millénaires. Et je pense que on peut vraiment travailler ensemble. Je crois que c'est pas un problème en fait. Non, mais j'allais ajouter que d'abord cette réflexion, on a remarqué que si elle nous semblait lourde ou essentielle dans un premier temps, d'abord elle s'est vite transformée en anecdote, parce que si nous avons énormément d'alliés masculins à nos côtés en dehors de l'association, on n'a jamais reçu de demande d'adhésion d'un homme. Donc la question était toute théorique et est restée à ce jour toute théorique. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est évidemment un des b.a.-ba de l'explication de notre action, c'est que nos réflexions, elles interrogent un système, elles ne remettent pas... L'objet, c'est pas la lutte contre les hommes, évidemment. L'objet, c'est de questionner un système dans lequel les hommes et les femmes vivent, évoluent et participent. Et on est les premières à se remettre en question comme membre à part entière de ce système qu'on critique. Et les pulsions dont vous parlez et que vous parvenez à réfréner, nous avons les mêmes, pas du même ordre à l'égard des femmes, mais on a effectivement des réflexes qui parfois nous dévalorisent nous-mêmes ou qui nous positionnent en tant qu'hommes ou femmes dans la société d'une façon assignée et questionnable. Ah, mais je voulais dire que j'étais entièrement d'accord. C'est pas la faute des hommes, c'est la faute de la société dans laquelle on vit. Puis ça sert à rien de dire que les violences faites aux femmes, c'est une affaire de femmes, parce qu'on n'avancera jamais. Puis c'est pour ça qu'on avance si lentement, parce qu'on se retrouve, selon moi, oui, il y a un temps, il y a une importance d'avoir un espace sécuritaire dans lequel les femmes peuvent parler de ce qui se passe dans leur vie. Mais il faut aussi un engagement de la part des hommes. Il faut qu'il y ait un travail sur les masculinités. Il faut encourager les masculinités positives. Puis c'est intéressant, il y a 20 ans, j'ai fait mon premier projet de développement international en Équateur. Et je travaillais justement un projet sur l'autonomisation économique des femmes et un autre projet sur les violences faites aux femmes, parce qu'on ne faisait pas les deux en même temps. Mais tout de suite, j'ai vu les liens. Mais en travaillant avec les violences faites aux femmes, j'étais arrivée vraiment avec mes lunettes québécoises de l'Amérique du Nord, où on dit, bon, ben, la femme a été violentée, on la sépare, on la sort, puis on la sort de cette situation violente, elle et ses enfants, puis on l'amène dans un lieu sûr, puis on s'occupe d'elle. Puis les femmes avec qui je travaillais m'ont dit, mais non, mais clairement que non. J'ai besoin de mon mari, mes enfants ont besoin d'un père. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution possible? Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on travaille vraiment beaucoup sur l'engagement des hommes contre les violences faites aux femmes. Au fait, il y a une belle histoire, c'est du Canada anglais, qui s'appelle la campagne du ruban blanc. Puis c'était une campagne qui a été lancée en 1995. Justement, c'était des hommes qui portaient le ruban blanc pour dire qu'ils étaient contre les violences faites aux femmes. Donc, de vraiment rendre visibles nos alliés. Mais cette lourdeur, cette pesanteur des rapports de domination de la société, elle est lourde pour nous tous. Donc, les hommes, d'être les seuls à être le pourvoyeur, c'est un stress. C'est un stress de toujours être celui, dans tous les pays, dans les pays où je travaille, c'est lourd de porter ça tout seul. Puis lorsqu'on travaille les masculinités, puis on crée un espace même pour les hommes, pour se parler entre eux, on découvre qu'il y a certains hommes qui ne veulent pas battre leurs femmes, mais c'est comme ça qu'on les a élevés, que c'était leur devoir, qu'ils devaient le faire. Puis là, on crée de plus en plus ces espaces de discussion, de réflexion et de questionnement, et on réalise que, premièrement, c'est pas partout homogène. Alors, même si on comprend que la société dans laquelle on vit et on travaille, bon, l'homme est comme ça, puis la femme est comme ça. Là, la femme s'occupe des enfants. Je travaillais au Sénégal, en Haïti. C'est la femme qui va s'occuper des enfants. Mais dans un groupe, il y a un homme qui va dire, ben, moi, je change des couches. Ah bon? Vous changez des couches? Ouais, ben, moi, je nourris l'enfant. Si, hein? Qui change des couches ici? Là? Il y en a plusieurs. Bon, merci. Alors, on découvre que... Mais ce qui est important de rendre visibles ces exceptions, c'est que ça nous permet de communiquer plus clairement que c'est des rôles créés, construits par la société. Et donc, on peut les changer. Puis pour moi, ça, c'est la grande piste de solution. Puis oui, ça ne se fait pas dans un projet de 2 ans. Ça prend du temps à changer une société. Mais je trouve ça très intéressant et très excitant
de travailler avec les hommes, de travailler avec les femmes, parce que les femmes aussi renforcent. Hein. C'est la belle-mère, c'est la mère qui tape sur les doigts, qui dit non, non, mais si on regarde les mutilations génitales féminines, c'est souvent la belle-mère qui est responsable de cet aspect-là. Donc, au niveau des pistes, justement, il faut sortir des projets d'autonomisation des femmes, puis parler d'un projet de société. C'est-tu la belle transition? Oui, un petit mot là-dessus, parce qu'on peut toujours rejeter la faute sur d'autres. Hein. Et on peut dire qu'il y a eu, si on regarde l'évolution de l'indice de développement humain, hein, qui est bien mesuré par l'UNDP, on peut considérer quand même que la condition de l'être humain en général, hein, devrait être meilleure maintenant qu'avant. Et ben, on retrouve les mêmes crimes, en fait, ancestraux. Et quand je cite ce que tu as cité, les mutilations sexuelles féminines, c'est un crime d'homme, hein, ça a 27 siècles d'existence. C'est juste parce que les hommes avaient peur de la sexualité des femmes qu'ils ont dit, tiens, on va leur couper le clitoris, comme ça, ils n'iront pas voir ailleurs. Et quand on s'est posé la question, on dit c'est de la faute de l'homme des cavernes, de tout le monde. Tu viens de dire que c'est les femmes qui transmettent, mais quand il y a quelques années, on s'est dit, on va essayer de réparer. On a ouvert les livres d'anatomie et de physiologie, et le clitoris, simplement, ça n'existait pas du tout. Hein, c'est-à-dire que moi je suis urologue, j'avais 100 techniques pour réparer la moindre coup dur de la verge. Le clitoris n'existait pas. Il a fallu, il y a moins de 20 ans, découvrir ce que c'était que cet organe pour savoir que c'était un organe absolument formidable, qui est aussi long qu'un pénis d'ailleurs, plus compliqué, et qui a une caractéristique que n'a pas l'homme, c'est un organe totalement dédié au plaisir, qui n'a pas d'équivalent chez l'homme. Hein, l'homme, il a un pénis qui sert à uriner et à procréer. Le clitoris, ça sert que au plaisir. C'est pour ça que l'homme des cavernes, il n'a pas attendu nos études anatomiques, il savait ça depuis 27 siècles. Donc, nous étions, la science, les chirurgiens, les médecins, il y a 20 ans, les premiers exciseurs. On avait totalement excisé le clitoris, donc il ne faut pas aller chercher la faute ailleurs. Vous voyez à quel point la société peut servir ce déséquilibre absolu entre les femmes et les hommes. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser totalement, parce que c'est hyper grave. À chaque fois qu'on tourne le dos, hein, le Burkina était un pays absolument merveilleux. Ils avaient réduit les taux d'excision à moins de 40%. Maintenant, l'islam est revenu dans le Nord. Eh bien, ça repart à la hausse malgré tous les efforts associatifs. C'est un combat de tous les jours, c'est un combat permanent. Et il faut qu'on soit vraiment tous ensemble là-dessus. Oui, je voudrais juste rajouter une chose, parce que là, il a beaucoup parlé en tant qu'homme, et on vous disait qu'on avait toujours un petit équilibre. Moi, je voudrais dire que souvent, on parle des hommes, mais on parle de la femme et les enfants, mais on leur donne pas de sexe aux enfants, alors qu'en fait, il y a des petites filles et des petits garçons, et que c'est à ce moment-là que tout se décide. Et effectivement, le fait que l'on parle des enfants comme un sexe neutre, moi, c'est là que se définit effectivement cet engagement qu'une société peut avoir en éduquant des enfants, garçons et filles, sur une logique, une logique beaucoup plus paritaire. Et la deuxième chose, c'est que l'homme qui exerce les massages, donc le masseur de notre institut, est donc un homme. Et évidemment, on aurait pu se poser la question, mince, c'est celui qui va agir sur le corps et qui va toucher la victime. Comment on peut imaginer? On aurait dû laisser ça aux femmes. Eh bien non, c'était un peu notre challenge, parce qu'on s'est dit que c'est aussi une manière de réconcilier des femmes victimes de violences avec un rapport à son corps, mais pas nécessairement fait par une femme, mais qui est réparé par un homme. Donc c'était la reconstruire aussi par rapport à un futur plus positif, et pas sous forme de rejet de l'autre dans sa reconstruction. Oui, merci. Non, mais je pense que c'est vrai que c'est important aussi. Je retiens tout à fait ta réflexion quand on parle des enfants, parce qu'effectivement, il y a des petites filles et des petits garçons, et en fait, on réfère toujours aux enfants de manière neutre, ce qui amène à réfléchir. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou oh là là. Ok. Et je rappelle, puisque tu as utilisé
l'expression. Denis Mukwege, qui a été prix Nobel de la paix 2018, il parle beaucoup de ça, de cette masculinité positive. Moi, je partage tout à fait l'idée de dire surtout que c'est une violence tellement grave, et je pense qu'on commence à en prendre conscience, et que le droit commence à en prendre conscience, parce que la société en prend conscience. Néanmoins, il y a encore tout un travail à faire, et moi, je crois personnellement qu'on avancera sur ce travail si on y va tous ensemble, parce que pour moi, c'est fondamentalement une question de société, en fait. Et il ne faut pas oublier qu'on est en 2019, voilà, qu'il y a encore, enfin, d'ailleurs, il y en a encore qui sont prisonniers. On a vécu ce qui s'est passé avec l'esclavage sexuel dans le cas de Daesh, on le vit avec les Rohingyas. Aujourd'hui, on vit encore ça. Aujourd'hui, on viole, on vend des femmes. Donc, il y a un moment, moi, ça m'interroge profondément. Je ne comprends pas qu'à un moment, on ne s'arrête pas tous, et de se dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, on n'est plus à la préhistoire, on n'est plus au Moyen-Âge, les images qu'on a dans notre tête, on est là aujourd'hui tous ensemble, et c'est ce qui se passe dans nos sociétés. On parlera aussi de la route des migrations, les migrants, où les violences sexuelles sont à un niveau énorme. De toute façon, on n'a pas de chiffres, mais c'est énorme. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là encore aujourd'hui, et qu'il y a une forme d'acceptation et de tolérance, parce que finalement, ça n'est pas si grave que ça encore. Donc les questions, je ne sais pas s'il y a un micro. Ah oui. Ah, ben voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous remercie en fait pour tous vos discours. Je voulais revenir en fait sur une question que vous aviez posée à propos d'une femme qui demandait si son mari avait-il le droit de la battre. Et c'est une question qui rejoint aussi la réponse de Madame Frédérique Marx par rapport aux enfants. Moi, je persiste à croire qu'il faut un travail en amont sur les mentalités, au point de vue de l'éducation. Et je persiste quand même à dire que c'est aussi le rôle des femmes d'éduquer les futurs hommes de demain. Et donc, ne pas banaliser les violences au sein des familles. Et je pense aussi qu'il faut absolument non seulement prendre les victimes en charge, mais je me dis quand même que les bourreaux doivent être également suivis de façon psychologique, parce qu'il faut se dire que si la femme arrive à s'éloigner de cet environnement violent, cet homme va certainement se remettre en ménage avec une autre femme et il va reproduire les mêmes violences. Et donc c'est primordial, je pense qu'il faut traiter aussi ce problème en amont et dans le fond. Merci. Merci beaucoup pour votre question qui touche à plusieurs points. Je me permets de proposer une réponse et de rebondir sur ce que vous disiez sur l'éducation. Et je pense que ça se passe vraiment à tous les niveaux. Au niveau anatomique, je sais en France qu'il y a notamment des demandes pour qu'on ajoute dans les manuels scolaires maintenant le résultat de tous vos travaux pour qu'on attire l'attention sur cette partie de l'anatomie féminine qui a été complètement ignorée. Et il faut faire ça dans tous les domaines. Moi, je peux vous parler du niveau juridique. Quand je travaille avec mes étudiants dans des groupes de travaux pratiques, chaque année, je donne un casus sur une question qui traite de cette problématique. J'ai eu des étudiants qui doivent, pour vous donner un petit peu le contexte, faire comme s'ils devaient faire un recours devant la Cour constitutionnelle. Et je m'applique chaque année à donner un casus qui traite de cette problématique. Donc, il y en a une année, ils ont dû traiter de la taxe tampon, comme on appelle ça, où certains produits de nécessité féminine sont taxés à un taux de TVA maximal, alors que d'autres produits d'utilité masculine, eux, sont taxés à un taux plus inférieur. J'ai donné un casus sur le droit à l'IVG également. Et je trouve ça très important d'en faire ça dans un cadre d'une classe de droit où il y a des étudiants hommes et femmes pour les sensibiliser à cette problématique, et ils sont forcés de se poser la question des arguments des deux parties, puisque la moitié de la classe défend le gouvernement, la moitié de la classe défend le requérant. Et c'est très intéressant de voir l'évolution des mentalités étudiantes sur un trimestre d'enseignement juste sur ce sujet-là. Donc je vous rejoins totalement sur ce sujet et trouve que c'est vraiment fondamental. Je vous remercie d'avoir repris le sujet des enfants.
c'est fondamental de protéger les enfants aujourd'hui parce que c'est des enfants qui reproduisent ce qu'ils ont vu ou entendu. La deuxième chose, dans le questionnement que l'on a face à une victime qui vient nous déclarer des violences, systématiquement on l'interroge sur l'auteur des violences. Et c'est extraordinaire, la plupart du temps ce sont des auteurs qui sont sous addiction, qui ont eu des enfances difficiles, etc. Et c'est ce que je vais faire une réponse courte parce que je sais qu'il y a des questions. La notion de reproduction, c'est absolument ce qu'il faut enrayer. Et quand on a inclus les enfants dans notre dispositif, au début le cadre il n'était pas prêt, hein, mais on s'est dit c'est pas possible. Prenons le mal à la racine. Et c'est vraiment l'enfant qu'il faut aujourd'hui traiter. L'étudiant, c'est un autre univers dans lequel on œuvre aussi, mais c'est l'enfant, parce que l'enfant témoin ou victime directe, c'est quelqu'un qui perd entre 1 et 5 années en bonne santé, et il y a énormément de traumatismes qui s'ancrent dans sa vie d'enfant et qui se reproduisent ou qui se développent dans sa vie d'adulte. Oui, je vais prendre une autre question, si je vois. Mais la question des auteurs aussi, on rebondit là-dessus, c'est très important. Et moi, je pense que c'est très difficile et c'est encore très tabou d'amener ça, même sur la question des violences sexuelles dans les conflits armés, du viol comme arme de guerre, comme on dit. Moi, je travaille là-dessus. Nous, on travaille aussi avec les auteurs. Donc là, et en fait, je crois qu'il faut le faire. Et c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, s'il y a des gens dans la salle aujourd'hui, les bailleurs de fonds, c'est un vrai problème. Dès que vous arrivez pour dire que vous voulez travailler avec les auteurs de crimes, oulala, quoi. Si vous arrivez en disant je vais prise en charge des victimes, là c'est bon. Et alors que moi je suis intimement persuadée qu'il y a encore une fois une approche holistique. Pour moi ça veut dire ça aussi. Il faut prendre en considération tout ça. Et évidemment l'éducation, ça commence aussi dès petit, le rapport à l'autre. Alors je ne vois pas. Est-ce que ok. Il y a quelqu'un qui régule, je vois rien. Ici. Okay. Bonsoir. J'avais une première question, ça paraît peut-être un peu évident, mais je me demandais ce que vous preniez en compte quand vous parliez d'approche francophone. Parce que la francophonie, qu'est-ce qu'on prend en compte dans le mot francophonie? Ça peut être très large comme ça peut être très restreint. Et je me demandais également, enfin vous avez déjà un peu abordé le point, mais est-ce que vous considérer une approche de justice réparatrice par rapport aux coupables? Vous voulez qu'on prenne une deuxième question, qu'on la traite ensemble? Mais alors là, la justice, la question de la réparation, etc., c'est extrêmement intéressant. J'y vais avec la mienne? Pardon. Ouais, allez-y, comme ça, on va... Je suis là. Je vois... Ah, pardon. Alors, ma question n'a pas grand-chose à voir avec l'autre question, mais je la pose quand même. Oui. Moi, il y a un mot qui m'a vraiment frappé dans ce que vous avez dit, c'est tradition. On a l'impression que ça fait des temps immémoriaux qu'on traite les femmes ainsi. Donc, tradition culturelle, tradition religieuse aussi. Et moi, il y a cette tension de l'actualité alors française qui m'interpelle beaucoup. D'un côté, on fait un Grenelle, on veut faire des efforts pour les droits des femmes en France, et de l'autre, il y a cette question très très épineuse qui est la question du port du voile islamique dans notre pays. Donc malheureusement, il y a eu une altercation entre un élu et une femme voilée récemment en France, et j'écoutais France Inter hier, et il prenait la défense de cette femme qui était certes violentée en disant mais oui, mais c'est bon, mais c'est culturel, c'est l'islam, c'est comme ça, on doit être tolérant. Donc je ne comprenais pas comment on pouvait concilier à la fois et l'avancée des droits des femmes chez nous et l'acceptation de symboles alors, qui sont à la fois religieux, mais aussi, il faut quand même le dire, de soumission des femmes. Voilà, donc j'aimerais avoir votre point de vue et vos éléments là-dessus. Je vous remercie. Alors, la première question... Non, alors la question, si j'ai bien compris, sur qu'est-ce qu'on entend par espace francophone, nous, on s'est posé la question surtout de savoir est-ce qu'il y a une approche différenciée francophone et non francophone des choses. Et je crois que c'est toi tout à l'heure, Pierre, qui l'a un petit peu évoqué, mais on pense, et je laisserai les autres répondre là-dessus, mais qu'effectivement, par exemple, il y a une interdisciplinarité, le fait de travailler ensemble
en termes d'interdisciplinarité ou multisectoriel et tout, là je m'engage moi, mais je pense les anglo-saxons par exemple c'est quelque chose qu'ils font depuis très longtemps. Moi je travaille beaucoup avec des anglo-saxons et c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel que dans l'espace francophone. Maintenant je sais pas, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on considère comme l'espace francophone. Là peut-être que même je redirigerai la question. En tout cas moi, pour moi la définition sur basée sur la francophonie, elle est assez claire, mais nous, en tout cas, on s'est posé cette question-là. Et après, j'ai le micro, mais la question de la justice réparatrice, alors là, autant vous dire que est-ce qu'on peut rester toute la soirée? Parce que non, mais c'est une question fondamentale, c'est une question extrêmement intéressante, en tant, pour le coup, de juriste aussi, de se dire, est-ce que le judiciaire est une voie de réparation? Je pense que clairement oui, parfois, en tout cas, et moi je le vois, c'est aussi presque ça participe je ne sais pas si c'est le bon mot, à la réparation thérapeutique, au healing process. Maintenant, il y en a très peu. Alors moi, encore une fois, je travaille sur les viols de guerre. Alors autant vous dire que pour qu'une victime de viol de guerre arrive à un processus de justice, là, on est à 0,0000, je ne sais pas. Mais il y a aussi qu'est-ce que d'autres formes de réparation. Il y a aussi des choses qui se mettent en place sur les discussions auteurs-victimes. Et là, encore une fois, je dis, moi, je parle des zones de conflit parce que malheureusement, ou heureusement, mais c'est mon métier. Je suis moins au niveau national. Moi, je pense que c'est des processus qui sont extrêmement intéressants. Et sachez aussi, je pense que vous savez, je serai à New York dans une semaine où je lance le fonds de réparation mondial pour les victimes de violences sexuelles dans les conflits armés avec Denis Mukwege. Et donc l'idée est partie de là aussi, où Denis Mukwege dit, voilà, à un moment, la justice, elle ne marche pas, ou même quand elle marche, les auteurs de crimes ou les États ne paient pas les réparations. Il n'y a pas... Donc l'idée qu'on doit réparation à ces victimes-là. Donc voilà. Mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Moi, je travaille énormément là-dessus et je pense que c'est quelque chose qu'il faut... et on en parle de plus en plus aujourd'hui, encore une fois, et tant mieux. Mais voilà. Après, je laisse les autres répondre parce que je ne suis qu'une simple modératrice et en fait, j'interviens beaucoup. Et alors, le voile, j'attendais la question. Moi, je rentre juste du Sud Kivu, donc je suis française, mais je suis arrivée vraiment ce matin à 10h. J'ai eu l'espace de 2 heures de voir les tweets, les trucs. Donc oui, c'est une question très sensible. Donc je laisse vraiment la liberté, chacun en parler. Moi, après, en tant que Française et en tant que jurée, je veux dire, voilà, il y a une loi qui est là. Et donc elle est appliquée et moi j'ai eu du mal à comprendre quel avait été le débat. J'ai pas vu, je vous le dis très personnellement, l'intérêt d'humilier cette femme là où elle se trouvait. Et voilà, mais c'est un débat qui est extrêmement sensible à voir. Donc je vous laisse si vous avez envie de répondre dessus. Ah bah oui, du coup. Effectivement, je vais y répondre parce que vous avez commencé par un mot, c'est tradition. Et en fait, c'est pas nous qui parlons des traditions, c'est ces femmes qui nous parlent de traditions. Sachez que quand elles sont en France, par exemple, c'est des femmes qui veulent exprimer un contexte, et nous, on essaye de les sortir de ces traditions, entre guillemets. Je pense notamment à l'excision. Et en fait, c'est très difficile pour nous, dans nos pensées occidentales, de vouloir leur imposer des choses parce qu'elles nous ramènent à leur tradition. Et c'est douloureux pour elles parce qu'elles disent aussi, dans notre pays, il y a aussi de belles traditions. C'est vrai que l'excision, par exemple, est une mauvaise tradition. En tout cas, elles le savent maintenant parce que ça a eu des impacts sur la santé, sur leur santé en tant que personne. Donc c'est ça qui fait la différence. Et elles arrivent à concevoir que l'excision commence à leur a posé un problème dans leur vie de femme. On revient de Guinée, par exemple. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont en train de promouvoir l'excision. Donc, vous voyez, on est tout le temps bousculé un peu dans ces rapports. Alors, l'autre chose, on est un centre aujourd'hui, on est ouvert et on ne veut pas être ni politisé, ni avoir d'idées trop dogmatiques. C'est vrai que le voile, beaucoup de femmes voilées viennent, franchissent la porte. On ne peut pas se positionner aujourd'hui quand on reçoit des femmes ou des victimes dans une idéologie, on va dire, quelle que soit notre posture. Il faut qu'on soit au service de ces femmes qui aujourd'hui pourraient nous demander de l'aide. Donc le voile, même si le contexte était discutable, c'est pas notre sujet et j'arriverai pas à m'en exprimer avec clarté auprès de vous parce que
on n'y est pas. Pierre, je ne sais pas si tu... Juste la définition de toute forme de violence faite aux femmes, c'est on m'a fait quelque chose que je n'ai pas voulu. Donc il y a deux niveaux de discussion. Il y a le niveau de politique générale qui est complexe, parce qu'il faut faire avec ce qui existe, d'essayer d'avancer dans un système plurifactoriel qui est très dangereux. Et puis il y a la parole des femmes, hein, et quand elles disent quelque chose, il faut juste les écouter. Or, elles ne disent pas tous la même chose. Il y en a qui défendent le voile, il y en a qui sont formellement, qui se disent vraiment victimes de ça. Je crois qu'il faut être effectivement extrêmement prudent. Nous ne sommes pas des politiciens, hein, nous sommes des gens qui écoutons les femmes, c'est déjà pas mal. Et ce qu'elles vous disent, il faut vraiment les écouter. Voilà, c'est ce que je me limite. Ah non, mais c'est la meilleure. J'aurais voulu faire cette réponse. Je me permets d'ajouter mon petit grain de sel juridique sur cette notion de tradition qui renvoie aussi à tout ce qui est honneur et justification de ce thème-là. Si on prend la Convention d'Istanbul dont je vous parlais, il y a justement un article qui implique que tous les États qui ont ratifié la Convention doivent, dans leur système juridique, refuser que les justifications basées sur un prétendu honneur ou sur une tradition puissent être utilisées. Ici, l'exemple clé, c'est les crimes d'honneur, dont on parle souvent aussi, et les auteurs, généralement, avancent des justificatifs basés sur la tradition. Il y a vraiment un appel et vraiment un signal fort qui est envoyé dans la Convention d'Istanbul par rapport à cette problématique, là aussi. Au niveau du terme tradition, je dois aussi vous souligner que c'est un terme qui n'est pas très populaire en droit ces temps-ci. Et je vais vous parler d'un exemple un petit peu moins polémique, qui est l'exemple du nom de famille et du choix de du nom de famille. Est-ce qu'on donne le nom de famille du père, de la mère? Est-ce qu'on peut donner un double nom? Au début, dans l'historique de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle belge, il y avait un arrêt qui précisait qu'il fallait que ce soit le nom du père, parce que la tradition était comme ça. C'était il y a plusieurs dizaines d'années. En 2004, on a eu une volonté de changement de cette loi et de ce cadre-là. Il y a une nouvelle loi qui permettait de donner soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms. Et ça a été attaqué à la Cour constitutionnelle, qui a pu revenir sur sa jurisprudence pour dire justement que le simple fait de faire référence à la tradition n'était pas suffisant. Pour la petite histoire, il y avait un petit souci dans la loi parce qu'elle indiquait que quand il y avait un conflit entre le père et la mère, c'était le nom du père qui allait automatiquement être pris. Mais entre-temps, la loi a été changée et maintenant on a la possibilité, vraiment le choix pour les parents, de voir s'ils veulent le nom du père, de la mère ou les deux. Et il y a un processus pour solutionner le problème en cas de discussion. Donc la tradition est vraiment un concept que le droit combat à l'heure actuelle, qui me paraît être une très bonne chose parce que c'est une coquille vide. Et si je vous donne encore un exemple pour illustrer ça, c'est quand j'étudie cet arrêt sur le nom de famille avec mes étudiants. Si j'en ai 30 dans la classe et que je leur demande ce que c'est la tradition, j'ai 30 réponses différentes et je fais systématiquement l'exercice pour leur demander et leur faire prendre conscience du fait que c'est une coquille vide qui dépend vraiment du background de chaque personne, qui ne peut pas être utilisée pour imposer quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Très très vite, mais un petit mot sur chacune des questions, mais promis c'est rapide. L'espace francophone d'abord, je pense qu'on s'est tous dit qu'on ne savait pas répondre à cette question, mais que néanmoins il était pertinent ce soir de nous retrouver et de nous entendre mutuellement, parce que l'espace francophone, quand on fait une caméra de recul, ça peut être la francophonie dans le monde, ça peut être ce qui se passe en droit belge, éventuellement francophone, et ça peut être ce qui se passe depuis la France quand on s'adresse à des problèmes et qu'on les gère de façon holistique, pas seulement pour les Françaises, mais pour des femmes. Ensuite, sur la question de la réparation aux femmes, c'est une question qui est très importante pour nous. On n'a pas de réponse, mais on essaye de la gérer pour le moment, pas en cherchant dans le droit ce qui constitue la bonne réparation envers les femmes, mais en s'interrogeant déjà sur la première étape dans la chronologie d'une demande adressée à la justice, et qui est la question de l'accès à la justice. Et donc, pour obtenir réparation, il faut d'abord avoir les moyens de s'adresser à la justice et de commencer. Et c'est une question difficile, problématique, pas seulement pour les femmes. Et dernièrement, pour cette question des traditions, effectivement, je partage tout à fait ce qui a été dit sur le fait que les premières à interroger
ce sont les femmes voilées. Et que ici, si on veut, nous, on a eu cette réflexion il n'y a pas longtemps au sein de notre association pour réfléchir sur la question du port du voile, qui est une question très complexe et sur laquelle, de nouveau, on n'a pas de réponse finale. Et on ne souhaite pas, en fait, à ce stade, avoir de réponse finale. Mais pour se dire qu'il faut être prudente par rapport au phénomène de discrimination que ça peut engendrer. Une tradition en droit, elle n'est pas acceptable si elle engendre des violences à l'égard d'un groupe social. Mais il n'est pas acceptable d'invoquer une lutte contre une tradition pour exclure également des individus ou un groupe social. Et là, c'est ma petite perception de la situation qui s'est déroulée en France et qui, effectivement, a donné lieu à un traitement très humiliant à l'égard de cette femme qui ne s'est pas positionnée sur le plan juridique ou politique ou social. Voilà. Bon, très rapidement. Moi, c'est peut-être le fait qu'on est au Québec, nous, si près des États-Unis, si près du monde anglophone, qu'on voit quand même des différences. Souvent, on les voit clairement. Il y a beaucoup de pays francophones qui sont particulièrement hiérarchiques dans la structure, même au niveau des ONG. On le voit très clairement en Afrique francophone. Et c'est difficile parfois de négocier ces différentes hiérarchies pour faire changer les choses plus rapidement. On voit aussi un militantisme dont je suis très fière au niveau francophone. Nous, au Québec, on prend la rue. Ici, on prend la rue. Bon, il y a eu Trump où les Américains ont finalement pris la rue, mais ça a pris beaucoup de temps, puis c'est beaucoup plus long pour que la transition anglophone prenne le militantisme vraiment dans leurs mains. Ils ont une tradition peut-être un peu plus professionnelle, on en parlait un peu tout à l'heure. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que le développement international, pendant longtemps, on parlait de l'importance des droits des femmes, puis on nous posait la question, oui, mais comment j'intègre ça au juste? Comment je travaille exactement? Puis c'était difficile de comprendre la porte d'entrée. Fait qu'on s'y fait des guides très techniques. Voici comment vous allez intégrer le genre dans votre projet. Alors, assurez-vous qu'il y a une participation égale des femmes et des hommes. Qu'est-ce qui empêche la participation des femmes? Est-ce qu'il faut y avoir la garde des enfants pour les femmes? Alors, plein de questions très, très techniques. Mais les droits des femmes, ce n'est pas juste une question technique. C'est du plaidoyer, c'est du militantisme. Puis je trouve que ça, c'est un apport très important du monde francophone. Je ne peux pas m'empêcher. La question du voile est hyper épineuse au Québec actuellement. C'est devant les tribunaux. On est également en élection fédérale. On a des chefs de partis qui disent qu'ils vont peut-être contester selon la Charte canadienne des droits et des libertés. Il y en a d'autres qui disent on ne va pas s'en mêler parce que c'est une juridiction provinciale. Bon. Je suis contre cette discrimination envers les femmes qui portent le voile. Je veux dire très clairement. Puis je vais vous expliquer très facilement pourquoi. Si la raison pour laquelle on a ce genre de loi, c'est pour travailler l'égalité de ces femmes, leurs droits, mais travaillons leurs droits. C'est pas en leur empêchant d'avoir un poste dans la fonction publique qu'elles vont avoir plus accès pour s'épanouir et s'autonomiser dans ce monde. Alors, si on veut vraiment le travailler, trouvons d'autres méthodes pour le travailler, puis il y en a. Mais celle-là, je trouve qu'en tout cas au Québec, ce qui finit par être la conséquence, c'est qu'on a énormément d'espace dans la place publique pour des discours extrêmement haineux. Et peut-être la dernière chose que je dirais, on est un panel pas très, très diversifié, puis je trouve que pour parler de questions notamment de voile, il faudrait avoir une plus grande diversité de personnes à la table. Donc, merci. Il nous reste 2 minutes, donc si... Hop, hop. Allez-y, très vite, très... Bonsoir. Je vous remercie pour cette soirée. Je pense que vous pourriez très facilement organiser non pas une soirée, mais un colloque ou un congrès consacré aux violences faites aux femmes, avec des ateliers, puisqu'on peut parler des violences économiques, sociales, sexuelles, du viol, et de toute la gamme que l'on connaît qui vont jusqu'au
au décès des femmes. Alors évidemment, quand on parle de violence, c'est pas les violences qui manquent, donc ça commence déjà par une violence verbale. Une violence verbale, parce qu'un homme sait jusqu'où aller, ne pas aller trop loin. Un homme sait ça. Donc il s'arrêtera à la violence verbale. J'ai vécu ça personnellement. Quand vous parlez des 3,8 femmes sur 10 dans la salle, je pense que ça parle à pas mal de femmes d'entre nous. En tout cas à moi et dans différentes circonstances. Mais je viens tout d'un coup, en écoutant, de penser à une anecdote qui m'est arrivée, et je me suis dit que les femmes pouvaient être les pires ennemis des femmes. Je pense à une anecdote mineure, j'en conviens, qui m'est arrivée. Je me suis fait agresser un jour dans un groupe. C'était une petite ASBL, un groupe où un homme qui avait bu a décidé de me sauter dessus, de me tordre le bras, et voilà. Il est évident que je ne l'ai pas accepté. J'ai eu mal physiquement, j'ai pas accepté, je suis allée porter plainte. Que s'est-il passé? Il s'est passé que la personne qui dirigeait ce groupe était une femme, a senti qu'en portant plainte à la police, je portais atteinte à l'image du groupe qu'elle dirigeait, et que, à ajouter à la douleur physique, à la douleur psychique, je me suis retrouvée exclue du groupe, punie, si vous voulez, ce qui est quand même un pompon. Bon, je n'en suis pas morte, et on parle d'un milieu où les gens sont soi-disant ouverts d'esprit, intellectuels, humanistes et fraternels. Je n'en suis pas morte. Mais ma conclusion à cette affaire, c'est que par rapport à la violence et aux violences, quelles qu'elles soient, c'est tolérance zéro. On vous fait quelque chose que vous ne voulez pas, vous portez plainte, quoi qu'il arrive. Je l'ai payé, j'ai souffert parce que j'ai été exclue d'un groupe dont certaines personnes sont présentes ici. Ça m'a fait mal. À refaire, je reporte plainte. Mesdames, si on vous fait quelque chose qui ne vous convient pas, tolérance zéro. Merci. Oui, on bonsoir. peut prendre Bonsoir. une ou deux autres Oui. questions pour... Bonsoir. Ah, pardon. Oui, bonsoir. Je suis désolée, je vois rien, c'est terrible. Voilà. Alors, moi, je voulais faire, pas poser de questions, mais faire une petite déclaration et un rappel. Dans les années 70, il y a eu pas mal de débats, il y a pas mal de choses qui se sont faites à partir du féminisme sur la violence faite aux femmes, les droits des femmes, les discriminations, la religion, etc. Donc, et justement, je suis plus au courant de ce qui se passait en France et en francophonie. Et donc, justement, je voudrais qu'on se souvienne de toutes ces femmes qui, dans les pays où on parlait le français, où la culture française, francophone, était agissante, il y a beaucoup de femmes qui ont écrit à l'époque. Alors, en mémoire de toutes ces femmes qui se trouvaient en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Égypte, et bon, moi, je me souviens, j'ai vu les livres, parce que bon, ma mère était assez voilà, là-dedans, qu'on se dise que quand on parle du voile, qu'on pense un peu à toutes ces femmes qui ont justement se sont battues pour qu'il n'y ait pas justement de religion, etc., qui après fassent que les droits des femmes soient encore pires qu'avant. Elles étaient des femmes qui essayaient de se libérer déjà des droits voilà, au niveau basique. Donc qu'on s'en souvienne. Et qu'on ne prenne pas le voile et qu'on ait le courage aussi de dire que le voile, ce n'est pas une question de culture, etc. Il y a des femmes qui ont dit autre chose et qui étaient déjà dans les années 70. Donc quand on en parle maintenant, c'est quelque chose qui était déjà vécu. La deuxième chose, c'est n'oublions pas que la francophonie, c'est aussi les droits de l'homme, la laïcité. Est-ce qu'on ne peut pas, via la laïcité, justement, qui a été tellement bien portée par la France, et même historiquement, on ne peut pas faire quelque chose pour, par ce biais-là, lutter contre, disons, des traditions qui iraient dans le sens de ce que monsieur disait, qu'on n'a pas accepté ou que la société impose. Donc, c'est un peu... quelquefois, je trouve qu'il faut être un peu provoquant, que les femmes doivent être provocantes. C'est pas pour autant qu'elles doivent être féministes dans ce sens que les hommes, les femmes, etc., et les hommes font ci, font ça, mais juste de se souvenir qu'il y a une tradition, par contre, de la libération. Et pensons à la tradition de la libération, de la laïcité et des droits de l'homme, parce que ça, c'est bien la francophonie. Voilà, merci. Merci.
c'est votre point de vue, mais justement, il y a une loi sur la laïcité, si je peux me permettre. Et moi, j'aimerais beaucoup entendre ce débat à ce moment-là, à propos de tous les signes, puisque c'est de ça dont on parle, et pas uniquement du voile, par exemple. Mais voilà, mais merci beaucoup. Et oui, l'autre chose que je voulais dire, c'est, oui, moi, je crois, entendons les voix des femmes, de toutes les femmes. Je ne crois pas qu'il y ait que les femmes, ça soit une femme et une voix, comme personnellement, je ne crois pas que le féminisme, c'est ça, ça ou ça. Je pense qu'il y en a plein. Je pense que chacun a des perceptions qui sont différentes, ne vivent pas les... Et c'est là où il faut je crois, ce qui est très complexe, essayer de pouvoir entendre les avis de chacun. Qu'est-ce qu'être, on a discuté de ça aussi au making-of, voilà, qu'est-ce qu'être féministe, qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce que c'est agir et vivre au féminin, rien qu'entre nous, on n'avait pas forcément les mêmes visions, et pour autant, le partage est riche. Je vais en profiter, voilà, s'il y a d'autres... mais merci beaucoup, en tout cas, pour... Oui, vous l'aviez déjà eu la parole, mais je veux bien vous la redonner, mais au fond... J'ai juste une question ici. Nous, on a... Après, je vous laisse. Ouais, j'avais juste une question ici. Ouais, un homme. Yeah. Moi, je dis on l'applaudit. Moi qui étais stressé déjà pour poser ma question. Ouais. Non, moi je suis professeur de langue étrangère et donc tous les jours j'enseigne la langue française et donc puisqu'on parle de francophonie. Ouais. Et j'ai toujours ce moment où j'enseigne le genre et le genre des adjectifs, le genre des noms. Et les règles de grammaire. Et donc l'Académie française et je pense beaucoup de professeurs et dans beaucoup d'écoles, on enseigne que le masculin l'emporte sur le féminin. Oui. Et donc c'est intéressant parce qu'on vous parlait de rapport de domination et donc ça veut dire qu'on enseigne à des tout petits et qu'on le rabâche et punit quand c'est pas respecté par des notes et tout. Le fait que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. C'est une petite remarque. Tu veux ? Oui, très brièvement, je pense que c'est un rappel terrible de juste on n'est pas pareil. On a beau essayer, on a quand même des différences extrêmement profondes. Je vais vous citer une statistique qui vient de l'Éducation nationale en France chez les enfants de 12 ans qui ont été interrogés sur quelle est la première question à poser pour le premier cours d'éducation sexuelle. Si vous prenez le groupe des garçons, la deuxième question posée, c'est l'amour, l'acte sexuel normal, ça se fait à combien? Si vous prenez le groupe de filles de 12 ans, c'est le consentement. C'est tout. La première question, c'est quoi le consentement? On veut parler du consentement dans l'amour. Je pense que c'est une belle leçon quand même. Très 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 vite, vous voulez rebondir ou il y avait la personne au fond, si vous voulez poser votre question, puis comme ça on fait une conclusion. Enfin, je vous laisse la... Oui, voilà. Ah, tu vois, moi je vois rien. Oui, mais elle a déjà parlé. Pardon, excusez-moi. Oui, très vite, très très vite, et puis après... Ça va être très rapide. Oui. Je voulais rebondir en fait sur ce que Madame Amel a dit. Et ma voisine. Évidemment qu'il faut saluer et ne pas oublier le combat des femmes dans les pays du Maghreb pour la liberté des femmes de ne pas porter de voile. Ça, je ne vais pas contredire. Par contre, il faut savoir que les femmes qui décident de porter le voile actuellement, ce sont aussi des femmes qui le portent pour des raisons religieuses, certes, mais également pour des raisons politiques et des raisons culturelles et sociales, d'une part. Et d'autre part, il faut savoir aussi que ce sont des femmes qui, dans le même rapport, vont défendre le droit de le porter, mais vont également défendre le droit aux femmes de ne pas le porter. Et donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et ce sont des femmes, en fait, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de pouvoir échanger avec d'autres femmes, d'autres cultures, d'autres religions, dans un climat de confiance et de respect mutuel. Voilà. Merci. Dernière question au fond, et puis on... Oui, bonsoir. Je vais essayer d'y aller rapidement. En fait, je voulais revenir sur les propos de Madame Delorme concernant l'autonomisation économique des femmes.
à partir du moment où elle a dit qu'un des facteurs de violence qui avait été identifié, c'était à partir du moment où l'autonomisation économique signifiait que la femme ira dans l'espace public. Je voulais un peu dire, en ce qui concerne l'Afrique, que le mythe de l'homme pourvoyeur des besoins familiaux a vécu, parce qu'il y a une situation de fait qui est là, qui fait que les femmes, en fait, maintenant, sont en majorité subviennent aux besoins des ménages. On donne souvent l'exemple de Congo-Brazza, où dans la période politique, la crise politique plutôt de transition, où pendant 2 ans, les hommes fonctionnaires n'étaient pas payés, et ce sont les femmes qui ont fait tourner les ménages, etc. Je prends le cas aussi, par exemple, des femmes qui sont vendeuses sur le marché. C'est des femmes qui sont dehors très tôt le matin parce qu'elles doivent aller chercher les vivres faits en dehors de la ville, etc., qui sont toute la journée au marché, qui rentrent le soir à la maison. Est-ce que le problème plutôt de ces projets, c'est pas plutôt dans le fait qu'ils sont considérés comme un élément extérieur qui sera peut-être perturbateur du petit équilibre qui s'est formé, plutôt que l'autonomisation économique des femmes en elles-mêmes. Oui, l'autonomisation. Voilà. Merci. Très bonne question. Et je te passe, et puis après, un petit mot de conclusion. C'est sûr qu'on ne peut pas faire des énormes généralisations. Même, il y a beaucoup de variétés au sein d'un même pays, à travers les pays, même au sein de différentes communautés, d'une famille à l'autre. Donc, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Vos exemples sont excellents. Je me rappelle même, c'est un petit peu un piège, on tombe dedans lorsqu'on travaille en développement international. On pense qu'on a trouvé le moule, la lettre d'art, la règle d'art, puis là, on va l'appliquer un peu partout. Ça ne se fait pas. Alors, moi, je me rappelle, on lisait beaucoup au tout début de mes études sur la Banque mondiale qui disait, bon, on va rentrer, on va parler aux hommes, on va les former en agriculture, ils vont améliorer leur rendement agricole, puis tout va être réglé. Puis arrive au Lesotho, et pour travailler avec les hommes, puis les hommes ne sont pas là. Ils disent, mais où sont les hommes? On va revenir quand les hommes sont là. Bon, ça a duré des mois et des mois, mais les hommes travaillent dans les mines en Afrique du Sud. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis entièrement d'accord. Chaque projet doit commencer par une analyse du contexte, une analyse genre intersectionnelle pour comprendre la situation de base. Les bons projets le font. Puis ensuite, développer les stratégies du projet en fonction. Dans ce cas-ci, la recherche a vraiment clairement démontré le lien. C'était des communautés avec des femmes qui n'avaient pas d'opportunités d'entrepreneuriat ou d'emploi. Donc, c'était vraiment une nouvelle transition. Mais c'est vrai que dans d'autres cas, c'est souvent les femmes qui vont au marché. Il y a un réseau intéressant, par exemple, au Burkina Faso, sur les femmes étuveuses de riz. Et il y a plein de différents exemples, mais c'est un très bon point. Merci d'avoir partagé. Sur la rédaction épicène, super rapidement, très rapidement. Nous autres, au Québec, on commence à dire des trucs comme bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, les agriculteurs et les agricultrices, et on nous dit, ah, mais c'est lourd, déjà, les textes en français sont plus lourds et longs que les textes en anglais, mais là, vous ajoutez agriculteurs, agricultrices. Mais on remarque aussi que si on dit à répétition agriculteur, on oublie qu'il y a des femmes. Donc, à un moment donné, il va falloir que la langue change pour être plus inclusive. 30 secondes de conclusion, allez-y. Et après... Mais tout d'abord, on voulait vous remercier et remercier les organisateurs de l'événement de nous avoir accueillis ici, surtout de nous avoir permis de rencontrer tous les intervenants ce soir. On salue évidemment leur travail. C'est une belle leçon et puis c'est très enthousiasmant de savoir qu'il y a plein de choses qui se font pour lutter contre les violences faites aux femmes. On va essayer de continuer avec humilité au sein de la SBL Femmes Law en Belgique, de réfléchir à ce qui se passe dans le droit belge dans un premier temps, et puis peut-être qu'un jour le temps viendra de se concerter avec d'autres associations et de réfléchir le droit au-delà de la Belgique. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pierre, Frédéric. Très vite. Oui. On voulait juste vous remercier de nous avoir accueillis. Je veux quand même répondre au professeur, mais en 2 mots. Chez nous, en France, on a utilisé l'écriture inclusive. C'est une catastrophe parce que maintenant c'est la bataille, c'est la guerre, donc vaut mieux simplifier les choses pour bien faire les choses. Voilà. Petit mot de conclusion. Pardon, Pierre, excuse-moi.
Juste une chose, je reprends un chiffre que connaît et cite Frédéric. 70% des femmes qui sont venues victimes de toute violence dans notre institut ont été victimes ou témoins de violences dans leur enfance. Donc c'est dans l'enfance que notre avenir va se jouer et il faut vraiment qu'on soit très imaginatif, extrêmement mobilisé et qu'on change la donne pour nos enfants. C'est notre avenir. Merci beaucoup. Moi, comme mot de la fin, je voulais vous dire que je travaille avec tout un réseau d'organisations qui luttent pour les droits des femmes dans le monde. C'est le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Puis je pense que c'est une chose très importante à réaliser. Oui, il y a un travail qui a été fait à l'amont par le mouvement féministe dans tous les pays. Et d'ailleurs, dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, il y a des groupes de femmes qui s'organisent et qui luttent pour les droits des femmes. Il ne faut pas l'oublier. Puis c'est vraiment grâce à elles que les choses avancent. Et franchement, elles sont très, très peu financées. Il y a d'autres structures qui sont mieux financées. Puis si on pouvait mieux financer ces organisations qui font la lutte pour les droits des femmes, qui accompagnent les victimes de violences, on avancerait beaucoup plus vite. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous pour cette soirée. Moi, je note la proposition. Je suis assez d'accord qu'il faudrait faire 3 jours de conférence avec des sujets, donc je lance la balle. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et merci pour cette organisation. En tout cas, moi, j'étais ravie d'être là et même nous, on a eu un très très bon débat de 2 heures avant celui-ci. Bonne soirée et je crois qu'il y a un cocktail, une petite réception. Pardon.